Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Astro Recap, le format qui résume les actualités spatiales des 2 dernières semaines. Ici, on vous résume les actualités des agences, entreprises, décideurs, qui chaque jour contribuent à l'avancement de la conquête spatiale et de l'humanité. Alors vous êtes prêts ? C'est parti. Le lundi 4 octobre, la NASA annonçait que l'adaptateur d'Orion, pour la mission Artemis 1, sera prochainement installé sur le SLS. Pour rappel, le Space Launch System est le nouveau lanceur lourd de la NASA qui doit ramener les astronautes en orbite et à la surface de notre satellite naturel, dans le cadre du programme Artemis. La première mission de démonstration du lanceur emportera 10 CubeSats. Cependant, 4 d'entre eux n'ont pas été envoyés avant la date limite au Kennedy Space Center et ne voleront donc pas. Le soir même, Thomas Pesquet prend le commandement de la Station Spatiale Internationale, en succédant à son homologue japonais Akihiko Ishide. L'astronaute français va occuper cette fonction jusqu'à son retour sur Terre, prévu au début du mois de novembre. Juste après cet événement historique, la Space Force américaine annonçait que le vol de la mission USSF-44, opérée par une Falcon Heavy de SpaceX, n'aurait pas lieu avant le début de l'année prochaine. Ceci est dû à un retard survenu lors de la préparation de la charge utile. Le mardi 5 octobre, décollait une fusée Soyouz 2-1A depuis le site 31-6 de Baïkonour au Kazakhstan, dans le cadre de la mission Soyouz MS-19, avec à son bord le commandant Anton Shkaplerov, le réalisateur Klim Shipenko ainsi que l'actrice Yulia Peresid. Après un décollage parfait et une mise en orbite optimale, l'équipage a rencontré un problème. En effet, après plusieurs heures de manœuvre d'approche de l'ISS, un souci de communication entre le centre de contrôle de Moscou et le pilote automatique de Soyouz a rapidement rendu l'opération bien plus complexe. Anton Shkaplerov a dû prendre le contrôle en manuel au moment de l'amarrage avec la Station Spatiale Internationale. Après 45 minutes de suspense insoutenable, l'opération a finalement abouti à l'amarrage de la capsule avec le port Rassvet de la station. Parce qu'un problème en cache souvent un autre, l'égalisation de la pression entre le Soyouz et l'ISS ne s'est pas faite correctement, ce qui a retardé l'ouverture de l'écoutille. Finalement, après plus de 9 heures solidement attachés dans le module de descente, nos 3 astronautes ont pu rencontrer les membres d'équipage de l'expédition 65. Du côté de Starbase, à Boca Chica, au Texas, la production du Super Heavy B5 se poursuit. Le réservoir de méthane a notamment été assemblé dans la nuit du 5 au 6 octobre. Le 6 octobre, la NASA a annoncé que les astronautes américains Nicole Mann et John Cassada, devant voler à bord de la capsule de Boeing, le CST-100 Starliner, pour les 2 premières missions habitées, voleraient finalement à bord d'une Crew Dragon de SpaceX pour le compte de la 5e mission du programme CCDEV. Le même jour, l'entreprise Relativity Space a reçu le go environnemental de la FAA pour tirer 12 fusées Terran 1 par an depuis le pas de tir LC-16 à Cap Canaveral à partir de décembre. Toujours le même jour, on apprenait que la seconde mission de démonstration inhabitée du CST-100 Starliner n'aurait pas lieu avant 2022. Le problème détecté au niveau des valves ne serait pas mis en cause ici, car ce sont les calendriers très serrés de l'ISS et du United Launch Alliance qui empêchent le lancement de la capsule américaine. Le 7 octobre, le réservoir GSE-8, qui contiendra du méthane, ou CH4, a été sorti du site de fabrication de Starbase pour être installé dans la ferme agricole qui alimentera le Starship et le Super Heavy au niveau du pad orbital A. Toujours du côté de SpaceX, nous apprenions que la capsule Crew Dragon Resilience de SpaceX qui a envoyé les équipages des missions Crew 1 et Inspiration 4 enverra la mission AX-1 vers l'ISS en février prochain pour le compte de la société Axiom Space. L'équipage de la mission Crew 3, opérée par SpaceX, a annoncé que la capsule se nommerait Endurance. Le vendredi 8 octobre, la jeune société Astra, qui reste sur 3 échecs consécutifs avec son lanceur, a reçu l'autorisation du FCC pour lancer sa roquette 3.3 depuis le pad LC-48 du Kennedy Space Center à partir de décembre. De plus, une zone de non-intrusion aérienne a été mise en place à la fin du mois à Kodiak. De plus, Astra lancera une nouvelle mission dont les fenêtres de tir sont positionnées entre le 27 et le 21 octobre et du 5 au 12 novembre pour le compte de la Space Force. Nous espérons que la prochaine tentative connaîtra un meilleur sort.
Du côté de Boca Chica, le QD-Arm, ce bras immense qui doit ravitailler le Starship de SpaceX en ergol et le stabiliser sur son axe, s'est déplacé pour la première fois. De son côté, la jeune entreprise Relativity Space a placé le premier étage de son nouveau lanceur Terran One, fabriqué via l'impression 3D, de façon à conduire un test cryogénique dans les prochains jours. Lundi dernier, l'entreprise OneWeb a annoncé qu'elle lancerait une partie de sa constellation de satellites sur les lanceurs indiens PSLV et GSLV Mk3. Un coup dur pour Starsem et Ariane Espace. Chez Rocket Lab, on a annoncé que les 2 prochaines missions auraient lieu en novembre, nom de code Love at First Insight et Earth with Destiny. Toujours ce 11 octobre, l'entreprise Varda Space a annoncé qu'elle lancerait son premier vaisseau spatial à bord d'une mission de covoiturage opérée par une Falcon 9 de SpaceX. L'appareil sera déployé à l'aide de l'étage supérieur Photon qui équipe habituellement les fusées Electron de Rocket Lab. Le mardi 12 octobre, la JAXA a annoncé que l'astronaute Wakata Koichi volera à bord d'une capsule Crew Dragon de SpaceX dans le cadre de la mission Crew 5 à destination de l'ISS fin 2022. À Starbase, 3 moteurs Raptor atmosphériques ont été retirés du Super Heavy B4, RB11, RB79 et un autre. Dans la nuit, l'adaptateur pour la capsule Orion du SLS a été installé avec succès. La dernière étape consiste à installer la capsule, la tour de sauvetage et le lanceur dans le cadre de l'assemblage final avant le lancement de la mission Artemis 1, dont le lancement est prévu à la fin de l'année par la NASA, mais qui pourrait ne partir qu'en janvier 2022, tout dépendra de la durée des tests finaux du nouveau lanceur. Mercredi 13 octobre, une source proche du HELA annonçait que la Vulcan, le futur lanceur de l'entreprise, enverra un atterrisseur lunaire au second semestre 2022. Dans la foulée, Jim Rotter, l'administrateur associé de la NASA chargé du spatial et des nouvelles technologies, annonçait que le lancement de la mission Capstone, opérée par Rocket Lab, n'aurait pas lieu avant le 19 mars 2022. Le matin même, à Starbase, les équipes de SpaceX ont installé avec succès le Raptor Vacuum numéro 5 sous le Starship S-20, ainsi que les premiers grid fins sur le dôme avant du Super Heavy B5. Après un report de la mission Artemis 3 décalée en 2025, la NASA a décidé de lancer un appel d'offres auprès de partenaires commerciaux afin de pouvoir avoir de nouvelles combinaisons pour les sorties extravéhiculaires dans l'ISS, mais aussi pour les astronautes qui fouleront la surface lunaire. L'agence spatiale américaine va cependant continuer à développer des combinaisons spatiales de son côté, ainsi que la combinaison XEMU, ou Exploration Extravehicular Mobility Unit, qui servira pour l'exploration de la surface lunaire. L'appel d'offres se déroulera en 2 phases. Les entreprises auront jusqu'au 1er décembre pour proposer leur solution à la NASA. Les résultats seront communiqués au printemps 2022. Mercredi, comme prévu, Blue Origin a lancé sa mission NS-18, la deuxième mission habitée de l'entreprise de Jeff Bezos. Après 4 minutes passées en 0G, l'équipage composé de Audrey Powers, Chris Boshwiz, Glenn DeVries et William Shatner, le capitaine Kirk dans Star Trek, âgé de 90 ans, se sont posés sans encombre dans le désert texan. Il devient ainsi la personne la plus âgée à voyager dans l'espace. On apprenait dans la soirée que la capsule Orion pour la mission Artemis 1 devrait arriver au VAB le 19 octobre et être installée le lendemain sur le SLS. Passé les contrôles, le nouveau lanceur lourd de la NASA sera roll-out sur le pad 39B pour y faire une répétition générale de lancement, ou également appelée WDR. Le jeudi 14 octobre décollait depuis le site 1S du cosmodrome de Vostochny en Russie une Soyuz 2-1B frégate pour le compte de OneWeb, opérée par Starsem. 5 heures après le lancement, les 36 satellites du jour ont été correctement déployés sur leur orbite finale. Tandis qu'à Starbase, tous les grid fins ont été installés sur le Super Heavy B5. Dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 octobre, à Boca Chica, le Starship S-20 a conduit un test pneumatique. Il s'agit ici d'un test de mise sous pression. Dans la foulée, 3 moteurs Raptor du Super Heavy B4 ont été enlevés. Le test de mise à feu statique de S-20 n'est pas prévu avant ce lundi au minimum. Le jour même, on apprenait que le prochain vol de Virgin Galactic n'aurait pas lieu avant le 4e trimestre 2022.
La cause ici résulte du fait que l'entreprise américaine travaille encore sur son vaisseau, le VSS Unity. Enfin, vendredi et samedi, nous couvrirons ensemble sur la chaîne les lancements de l'équipage Shenzhou 13 vers la station spatiale chinoise, qui se sont amarrés environ 3 heures plus tard, puis le lendemain, le départ de la sonde Lucie de la NASA, qui ira étudier les astéroïdes troyens de Jupiter. J'espère que ce récap vous aura plu, n'hésitez pas à faire part de vos remarques constructives en commentaire. Vous pouvez également rejoindre le serveur Discord si vous souhaitez rejoindre la communauté et nous suivre sur les autres réseaux pour ne louper aucune actualité spatiale. Si vous souhaitez ne pas rater les prochains contenus de la chaîne, je vous invite à souscrire à l'abonnement ainsi qu'activer la cloche pour être notifié. Merci à vous pour votre fidélité, à bientôt.